Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels qui nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Anatole Parr, cofondateur et CTO de SustainEco. SustainEco est un SaaS qui automatise le calcul et l'optimisation de calcul carbone des bâtiments, qui a été racheté par Aegis, une grande entreprise d'ingénierie internationale. Bonjour Anatole. Bonjour Marc. Alors Anatole, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de SustainEco ? Oui, donc comme tu l'as dit, SustainEco est un SaaS qui a pour vocation d'optimiser à la fois dans un premier temps le calcul et dans un second temps l'optimisation, l'aide à la décision du calcul carbone, et en réalité un peu plus que carbone, puisqu'on a environ une vingtaine d'indicateurs environnementaux dans la construction et la rénovation de bâtiments. Okay. Aujourd'hui, on est présent en France et on est en train de s'étendre en Europe. Ok, alors quel était le constat sur le besoin ? Il y a en réalité 3 besoins initialement. Un besoin qui est directement lié à la réglementation. Donc ça, c'est spécifique à la France, puisque depuis 2 ans, on a une loi qui s'appelle la RE 2020 qui oblige tous les bâtiments neufs à se présenter sous un seuil carbone au moment de la livraison du bâtiment. Donc c'est pas une obligation de moyens, c'est pas juste faire un bilan carbone, c'est une obligation de résultat. Il faut être sous un certain seuil, et ces seuils vont aller en décroissant durant les prochaines années pour suivre la trajectoire de l'accord de Paris. C'est un des secteurs où on est en ligne avec l'accord de Paris. Ça, c'est le premier besoin, donc une obligation réglementaire. Ensuite, il y a un second besoin qui est dû aux clients, donc qui est que les personnes qui commandent les bâtiments, que ce soit des mairies, des promoteurs immobiliers, des personnes privées, veulent que ces bâtiments respectent un certain nombre de normes, de certifications, pour ensuite accroître leur valeur. C'est tous les questionnements qu'il y a en ce moment avec la finance verte et les actifs échoués, donc pour pas que les bâtiments dans quelques années ne valent plus rien, puisqu'en fait ils seraient des sources de carbone trop importantes. On vise à les rendre durables et vertueux, le plus vertueux possible au moment de leur construction. Troisième besoin, c'est lié au reporting. Donc un certain nombre d'entreprises, notamment les très grosses entreprises, sont contraintes par du reporting extra-financier. Ou bien c'est des contraintes réglementaires, là encore, avec la taxonomie européenne, par exemple, qui est en train d'arriver. Ou bien des contraintes liées aux grands fonds d'actifs, tels que BlackRock, qui imposent à leur participation de respecter un certain nombre de standards. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, dans la construction, on ne peut plus construire. En fait, personne ne construit plus sans un calcul carbone associé. Et comme je le disais juste avant, c'est pas que carbone. En réalité, il y a 25 indicateurs dans la RE 2020. Mais la plupart des gens ne regardent que le carbone. D'accord. Il y a quoi d'autre comme indicateur ? Il y a l'acidification des eaux, il y a l'artificialisation des sols, il y a la consommation de tout un tas d'énergies de types différentes. Bon, on se dit que le carbone que minimiser le carbone permet de minimiser les autres indicateurs, ce qui est vrai au premier ordre. Ouais. Ok. Alors, comment a démarré l'aventure ? Alors, l'aventure a démarré de manière pas très originale par une bière pas très loin d'ici, à Rémétier. Et on s'est dit dans un premier temps qu'on voulait faire quelque chose contre le carbone. Bon, c'était un peu dans l'air du temps à ce moment-là. Le tout premier rendez-vous qu'on a eu avec SustainEco était à 2 pas d'ici, rue d'Uzès, avec un fonds d'investissement qui possède un certain nombre de participations, et on voulait comprendre les enjeux qu'ils avaient par rapport au carbone, notamment par rapport au reporting extra-financier. Donc, dans un premier temps, on a fait du conseil, on a fait des bilans carbone d'entreprise, et on s'est spécialisé dans le bâtiment. Et notre objectif, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était de faire un produit. Ça ne nous intéressait pas vraiment de faire que du conseil. Et donc, assez rapidement, au bout de quelques mois, on a pivoté pour avoir uniquement un produit, uniquement sur une verticale. Ok. Sur une verticale qui est le BTP. Sur la verticale du BTP, complètement. Et en fait, en réalité, plutôt du bâtiment même. Ouais. Donc, un sous-ensemble du BTP. Alors, concrètement, comment fonctionne votre logiciel ? Ouais. Donc, l'objectif, c'est de faire le calcul carbone associé à l'ensemble des matériaux de construction d'un bâtiment. Donc, en entrée, on a en gros un grand fichier Excel ou bien l'export depuis un autre logiciel qui contient l'ensemble des données
de tous les matériaux du bâtiment. Donc en gros, il y a 3 infos. Il y a c'est quoi le matériau, c'est quoi la quantité et c'est quoi l'unité. Et associé à chacun de ces matériaux, on va venir placer un facteur carbone, donc combien 1 mètre cube de béton ou 1 kg de béton émet de CO2 durant tout son cycle de vie. Ensuite, on va faire ça pour chaque ligne. Donc on va faire plein de multiplications, puis on va tout additionner, et à la fin, en bas à droite, on a un gros total. Et on met ça dans un SAS qui permet aux gens de comprendre les sources de carbone, comprendre les optimisations, on propose des améliorations, des variantes, etc. Ok, alors les données que vous traitez, donc tu nous as parlé d'un gros Excel. Est-ce que c'est tout? Quelle source de données vous avez pour construire ces calculs? On a 2 sources de données qui sont en regard. D'un côté, donc le Excel dont tu parles, ou qui peut être une API depuis un logiciel de conception, qui sont, on va dire, les données métiers, les données clients. Ce sont des données qui sont très non structurées, puisqu'en fait, ce Excel est très souvent fait à la main par les gens, donc il a des têtes complètement différentes. Très prosaïquement, il commence très rarement en haut à gauche. Les colonnes ne sont pas du tout dans le même ordre, n'ont pas du tout les mêmes noms. Ce qui est dans chacune des cellules, le nom des matériaux, c'est très souvent des phrases un peu à rallonge pour décrire précisément les choses en employant des mots qui ne sont pas définis, enfin pas finis, pas dans un dictionnaire. Donc en fait, à peu près toutes les données peuvent avoir à peu près toutes les formes possibles. Et puis ensuite, en regard de ça, on a les données carbone, qui elles sont très normées, parce qu'elles proviennent de bases de données, donc en France ça s'appelle IGNES, qui sont des bases de données réglementaires. On est obligé d'aller piocher là-dedans, on n'a pas le droit d'aller piocher ailleurs. Et pour les industriels, pour mettre leurs données dans cette base de données de référence, c'est assez compliqué aussi. Donc nous, tout notre travail et notre valeur ajoutée, notamment d'un point de vue technologique, c'est de faciliter la mise en relation entre les données métiers, clients, utilisateurs, d'un côté, et les données de référence ministérielles, environnementales, de l'autre. Ok. Alors, à quel point c'est fiable de faire des calculs carbone? Ces données-là, à quel point elles sont fiables par rapport aux matériaux utilisés? Voilà. Quel est le niveau de fiabilité d'une estimation? Il y a plusieurs types d'incertitudes. Il y a l'incertitude des quantités métiers. Donc quand on dit dans mon mur, il y a tant de mètres carrés ou tant de mètres cubes de béton, forcément il y a une incertitude qui est globalement très faible puisqu'il y a des coûts qui sont associés. Donc plus il y a de l'incertitude, plus il y a des coûts qui seront importants. De l'autre côté, il y a l'incertitude qui est liée à la fiche environnementale. Dire que le béton, ça émet tant de CO2, en fait, ça dépend en réalité du type exact de béton, du transport, de tout un tas de choses qui font qu'il y a une incertitude. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Enfin, nous, en tant que Sustainalytics, on ne peut pas y faire grand-chose. Et globalement, le ministère et les utilisateurs, les clients, essayent de les minimiser au maximum. Et nous, il y a une incertitude supplémentaire qui est dans le matching qu'on fait entre les données utilisateurs et les données de référence. Enfin, ça arrive, c'est un algo de machine learning, forcément, de temps en temps, ça se trompe. Donc, on a entre 90 et 100% de précision, d'accuracy. Donc, un peu moins de 10% d'incertitude. Cependant, cette incertitude, ces fausses prédictions, donc déjà, sont corrigeables par l'utilisateur. On est capable de donner une incertitude, une confiance à chaque prédiction. Et surtout, en général, quand on se trompe de pas beaucoup. Donc, c'est pas grave. Ok, le but, c'est d'avoir un ordre de grandeur et de s'assurer d'une trajectoire année après année, quoi. Alors, un peu plus que ça quand même, puisque, comme je disais, il y a l'obligation de résultat. Donc, si tu te trompes et ça fait que tu passes le seuil, alors qu'en réalité, tu n'aurais pas dû le passer au moment de la certification, ça risque de pas bien se passer. Réciproquement, si tu te trompes et que du coup, tu passes pas alors que tu aurais dû passer, tu as un surcoût qui est potentiellement assez important pour ton bâtiment. Cependant, l'incertitude des fiches est de 10%, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Ouais. Et le certificateur, il fait comme vous? C'est quoi la méthode du... Alors, non, il faut se faire certifier après. Le certificateur, il va venir sur le chantier, vérifier que les données, on va dire, liées aux factures d'achat pour les matériaux correspondent bien à ce qu'il y a dans le document de certificat que Sustainalytics exporte. Et que s'ils ont dit qu'il y avait tant de mètres cubes de béton, il y a réellement tant de mètres cubes de béton qui sont comptabilisés dans Sustainalytics et qu'on a compté le bon béton. Ok, d'accord. C'est plus une sorte d'audit. Complètement, a posteriori. Ok.
Alors, est-ce que il y a des grands verrous technologiques, des obstacles que vous avez dû surmonter pour développer votre algorithme? Il y a deux choses qui ont été difficiles. Donc la première chose, c'est ce fameux matching. Il faut se rendre compte que la base de données environnementale, qui sont donc en fait les classes parmi lesquelles on veut classifier donc chacune des lignes du métré. Je vais reprendre, c'était pas du tout clair. Il y a deux problématiques qui sont difficiles. Il y en a une qui est la classification dont je viens de parler. Donc à chaque ligne de matériaux, quel est le facteur environnemental associé? En fait, il y a plusieurs milliers de facteurs environnementaux. Il y a, dans la base française, il y en a quasiment 6000. Donc c'est la classification, on va dire, extrême multiclasse, qui est assez difficile intrinsèquement. Est-ce qu'on peut avoir des exemples pour que ce soit concret? Qu'est-ce que c'est, par exemple, les facteurs environnementaux? C'est, par exemple, une plainte de 5 cm de haut en bois français, de pin, en bois de pin français. C'est tant de CO2 par mètre linéaire. D'accord. Mais après, tu as aussi la plainte qui fait 7 cm, puis tu as aussi la plainte qui fait 10 cm. Donc, le fait d'être capable de dire pour un matériau, c'est plutôt une plainte de 5 en pin français ou plutôt une plainte de 7, dans tel autre type de bois pas français, c'est pas si facile. Par ailleurs, donc ça, c'est le premier gros challenge. La seconde difficulté qui s'ajoute à ce problème, c'est qu'on est parti avec 0 données labellisées. Donc pour faire la classification sur 6000 classes, c'était pas facile. Du coup, vous avez fait comment? Je me permets de faire une petite parenthèse. Et du coup, pour ça, on a fait une première méthode non supervisée. On a ensuite labellisé beaucoup de données. Donc non supervisé, on faisait quoi? Des clusters, on faisait des catégories. Voilà. Et donc, une fois qu'on a les catégories, il fallait quand même mettre une étiquette après. Exactement. En fait, on a quand même le nom de la fiche, donc plainte de 5 cm en pin français. Ça nous donne quand même une info. Et même si on n'a aucun exemple au début ou très peu d'exemples, ça nous permet quand même de se raccrocher un peu aux branches au tout début. Il y a plein de choses qui passent à la trappe parce qu'en fait, ça ne ressemble pas suffisamment. Mais il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles on peut le rattacher. Et puis ensuite, à la main, on vient corriger les erreurs. Donc au début, on avait une accuracy très, 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 très faible. Et puis en labellisant des choses, et puis en réentraînant, et au final, en quittant le non supervisé qui a ses limites et en passant à du supervisé, on finit par arriver à des résultats bons. Ouais. Et vous devez avoir certaines catégories qui sont très peu représentées, j'imagine, et certaines qui sont massivement représentées. Exactement. Du coup, on a une distribution en skew, genre en loi de puissance, donc avec effectivement une queue qui est assez longue, beaucoup de catégories, 90% des catégories qui n'ont que quelques exemples, ce qui pose une vraie difficulté. Il y a tout un travail sur comment est-ce qu'on est capable d'échantillonner, de oversample il y a tout un travail sur comment on est capable d'échantillonner, donc en surtirant ces lignes-là pour qu'elles soient beaucoup plus présentes dans le dataset qu'elles ne le sont dans la réalité. Et en échantillonnant un peu plus ces catégories, on risque pas de trop souvent les faire ressortir. Ouais, donc là-dessus, typiquement, j'ai parlé tout à l'heure d'accuracy. En réalité, on regarde plusieurs types d'accuracy. Il y a l'accuracy macro et l'accuracy micro. Donc la distinction, c'est est-ce qu'on regarde l'accuracy sur la distribution des données réelles, donc où les données très présentes vont être surreprésentées, ou est-ce qu'on regarde l'accuracy sur la distribution renormalisée, où donc une erreur sur une classe très présente versus une erreur sur une classe très peu présente valent la même chose. Et donc on a un équilibre, un compromis à trouver entre ces deux accuracies, parce que en fait, si on n'est que bon sur ce qui est très présent pour les utilisateurs, c'est un peu l'enfer. Et si on est si on n'est pas suffisamment bon sur les catégories très présentes, il doit modifier beaucoup de lignes. Il ou elle doit modifier beaucoup de lignes. Ouais. Ok. Peut-être juste un autre point intéressant, je pense, techniquement, c'est que en fait, nos données de référence, donc les données environnementales, sont elles-mêmes forment un arbre. Parce que donc les plaintes, comme je disais, on a plusieurs types de plaintes, mais on voit bien qu'en fait, on peut les regrouper sous une catégorie qui s'appellerait plainte en bois, elle-même dans une catégorie qui s'appellerait plainte, elle-même dans une catégorie qui s'appellerait revêtement de mur ou de sol. Et donc, du coup, on peut s'aider de cette arborescence
pour faire notre entraînement. Ok. Alors, vous recevez des données sous format de fichiers Excel qui viennent d'un peu partout, dans des formats assez différents. Et puis, j'imagine que c'est régulier. Vous avez tout le temps des nouvelles données à ingérer. Comment est-ce qu'on résout un problème d'harmonisation des formats de fichiers Excel? Comment est-ce que vous avez attaqué ce problème? Alors, on l'a mal attaqué initialement parce qu'on a cru qu'avec du machine learning, avec 100% de machine learning, ça allait bien se passer. Ça s'est pas très bien passé, pas aussi bien qu'on le voulait. Et en fait, on a un peu sous-estimé la difficulté de ce problème. Donc, on est ensuite, après pas mal de travail, on est revenu sur des choses plus heuristiques où on a des algos de machine learning, mais en fait, on a surtout des règles métiers qui viennent s'amonceler au fur et à mesure qu'on a des nouveaux fichiers qui arrivent. Avec du coup une difficulté qui est comment est-ce que quand on a un nouveau fichier qui arrive et qu'on change notre règle métier, on s'assure qu'on ne casse pas tous les anciens fichiers sur lesquels on a testé. Donc ça nous a pris quasiment 1 an de trouver le bon réglage. C'était assez minutieux comme travail et aujourd'hui on n'y touche plus trop. D'accord. Et donc l'approche machine learning, c'était de faire quoi? C'était utiliser des modèles de langage ou Ouais, on avait des modèles de langage, on a essayé des modèles de plutôt layout detection pour comprendre la structure du fichier Excel. Bon, après, ces modèles-là ont beaucoup progressé depuis quelques mois. Donc, j'ai pas testé les tout derniers YOLO, par exemple, mais les versions un peu anciennes, plus anciennes de YOLO, ça fonctionnait pas suffisamment bien et on avait du mal à être robuste à nos erreurs. Quand ça fonctionnait pas, ça partait complètement cacahuète. Ok. Donc là, vous avez un modèle qui est plus spécifique au fichier Excel qu'on vous envoie. S'il y avait un nouveau format qui devait se rajouter, vous devriez faire un développement spécifique à ce nouveau format. Oui, et d'un autre côté, on a plusieurs centaines de clients qui ont... Donc en fait, on est quand même assez robuste à la diversité des formats. Qu'est-ce que ça change d'avoir eu à internationaliser les modèles et donc l'activité? D'un point de vue purement technique, il a fallu changer le modèle de base qu'on utilisait qui était spécifique aux Français, d'un côté, et puis ça fait qu'on repart avec 0 données, puisqu'on n'a plus tout notre dataset. Et donc, finalement, plusieurs possibilités. Le fait de traduire le dataset du français à, par exemple, l'anglais. Le fait de récupérer un nouveau dataset et de le labelliser. Ça n'a pas ajouté... C'est pas une difficulté insurmontable. Ça rajoute pas mal de challenges de ce côté-là. Par ailleurs, le fait de commencer à gérer plusieurs modèles en parallèle, avec plusieurs versions, dans plusieurs langues, ça nous oblige aussi à être beaucoup plus mature sur l'industrialisation, le monitoring, et c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Vous utilisez quoi comme outil, comme stack logiciel pour le déploiement, monitoring de modèles, stack MLOps, on va dire, c'est quoi? Donc pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment mature sur le sujet. On utilise donc au moment de l'entraînement weight and bias. Et ensuite, on déploie tout sur AWS. Mais par exemple, aujourd'hui, on n'a pas une vision claire des performances en production de nos modèles, hormis sur des petits produits qu'on a développés nous-mêmes. Ok. Pourquoi utiliser des gros modèles versus des petits modèles dans votre use case? Alors nous, on a fait le choix des petits modèles. Enfin, petits... plusieurs centaines de millions de paramètres, mais pas de LLM. Plusieurs raisons. Une raison principale qui est la scalabilité. On a plusieurs milliers d'utilisateurs. On doit traiter beaucoup de requêtes sur des très très gros fichiers. Donc les données sources qu'on traite, c'est plusieurs milliers de lignes assez facilement, des fois plutôt près des 10 000 lignes. Donc si on utilise des trop gros modèles, ça va prendre un temps fou et ça va nous coûter beaucoup trop cher. Ensuite, la base de données de référence des facteurs d'émission, elle évolue tous les jours. Il y a des fiches qui se rajoutent, des fiches qui s'enlèvent, des fiches qui se changent. Donc, on doit refaire les entraînements régulièrement. Si on en a pour plusieurs milliers d'euros et plusieurs semaines d'entraînement à chaque fois, c'est pas possible non plus.
Ensuite, on arrive à des bons résultats avec des petits modèles. Et donc ça, c'est plutôt le côté sobriété où ça sert à rien pour gagner 1%, Ouais. de faire quelque chose qui consomme beaucoup plus. Ouais. Alors, des petits modèles, donc centaines de millions, on parle de choses comme BERT, ce genre de modèle. C'est ça, c'est ce genre de modèle. En gros, les modèles qui sont juste avant les modèles de Ouais. LLM. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de trucs et astuces côté fine-tuning de petits modèles, justement? Comme on le discutait tout à l'heure, une des grandes difficultés qu'on a rencontrées, c'est le fait que les données ne sont pas équilibrées et qu'il y a des classes qui sont très surreprésentées, des classes très peu représentées. On a testé plusieurs méthodes, donc le fait de pondérer la loss directement, le fait de changer le sample. Au final, dans notre use case, c'est le fait de pondérer le sample qui a le mieux fonctionné, mais Ok. ça, j'imagine que ça dépend des use cases. Et ensuite, on a testé tout un tas de méthodes pour améliorer l'entraînement, typiquement utiliser le fait qu'on a une arborescence. Il y a des méthodes assez intéressantes d'entraînement où on entraîne en fait étage par étage. Donc, il faut s'imaginer que dans son arbre, d'abord, on entraîne sur les étages tout en haut. Donc, on apprend à distinguer, par exemple, tout ce qui correspond à la toiture versus la structure du bâtiment. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien appris ça et qu'on a une très bonne accuracy là-dessus, on va descendre d'un étage et parmi la structure, apprendre à distinguer ce qui correspond à un mur versus à un plafond. Et puis ensuite, on redescend d'un étage et à la fin, on arrive tout en bas. Et ça fait qu'en fait, le learning peut, on va dire, accrocher, entre guillemets, et que les roues ne tournent pas à vide. Ouais. Ce qui était un peu la difficulté qu'on avait au début avec beaucoup trop de classes, pas assez de données, et où donc en fait, ça n'arrivait pas à apprendre du tout. Ok. Alors, du coup, ça veut dire que concrètement, votre réseau de neurones, sa dernière couche, c'est l'output, c'est les classes. Et vous démarrez avec un petit nombre de classes. Puis vous changez toute la dernière couche pour mettre un plus grand nombre de classes. C'est ça, en gros, Ouais, c'est ça. On change exactement. On change enfin, exactement ça. Vous perdez les poids de la dernière couche, mais c'est pas grave parce que ils vont être vite réappris. Ce qui compte, c'est toute la partie embedding layer qui est capable de représenter notre data domain du mieux possible. Et le pur classifier qui est à la toute fin est beaucoup moins pertinent. Ok. Alors, qu'est-ce que l'IA générative change ou a changé pour vous? Alors, l'IA générative ne change pas grand-chose pour nous, puisque on... Alors, je sais même plus ce que j'ai répondu là. T'as mis point de vue tech, pas grand-chose. Point de vue marketing, on profite de la hype. Oui. Ce qui intéresse vraiment nos clients, la valeur, pas le moyen. Moi, je suis d'accord avec moi-même. L'IA générative n'a pas changé grand-chose du coup d'un point de vue technique, parce qu'en fait, on avait déjà développé tout ce qu'on a développé à l'arrivée de ChatGPT, et comme je l'ai dit, on utilisait des modèles qui étaient plus petits. Donc, bien sûr, on a testé, et avec les LLM, ça pose des grosses difficultés d'entraînement. En fait, ça prend un temps fou à entraîner. Donc, l'intérêt est clairement pas évident. Ensuite, d'un point de vue plutôt business, il y a une vague IA générative, mais en fait, il y a une vague IA un peu plus large, puisque tout le monde ne fait pas vraiment la différence entre les deux. Et de manière générale, nos clients, ils s'en fichent un peu qu'on utilise de l'IA. Ce qui les intéresse, c'est surtout la valeur qu'on peut leur apporter d'un point de vue métier, c'est-à-dire répondre aux 3 besoins que j'exposais tout à l'heure, et le fait d'acculturer l'ensemble de l'entreprise en permettant à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'environnement du bilan carbone, des acteurs du bâtiment, donc par exemple des architectes, des économistes de la construction, etc., de prendre en compte ces enjeux, parce qu'en fait, ils ont une aide qui est à côté d'eux en permanence. L'état d'esprit, du coup, est un peu similaire à celui de l'IA générative, dans le sens où on met de l'IA un peu sous la main de tout le monde. Seulement, nous, on n'a pas besoin de la partie générative. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois beaucoup dire à tes interlocuteurs non-tech en termes d'évangélisation? Qu'est-ce que tu dois beaucoup répéter? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont donc très engagés par eux-mêmes sur le sujet, pas forcément des experts, mais qui ont envie d'avoir ces compétences, d'apprendre, de surtout avoir la visibilité sur leur projet pour prendre les bonnes décisions. Donc pour cela, le travail il est assez direct, assez fluide de notre côté. Et puis ensuite, il y a les gens que ça intéresse un peu moins. Et là, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est qu'en fait, nous, on vient s'intégrer à fond dans leur métier. On vient utiliser leurs données exactement comme ils ou elles les ont. Ils n'ont absolument pas besoin de les retraiter.
Ce qui est une des peurs en général des gens, c'est qu'il faut s'adapter à l'algorithme plutôt que c'est l'algorithme qui s'adapte à moi. Et ensuite, simplement leur dire qu'aujourd'hui, dans le secteur de la construction et en particulier du bâtiment, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre en compte ces enjeux, ça va être de plus en plus fort. Et donc, de toute façon, il va falloir en passer par là, autant que ce soit le plus agréable possible. Qu'est-ce que tu peux partager comme erreur avec nous pour qu'on ne les fasse pas et qu'on gagne du temps éventuellement sur des projets similaires? Alors, on a eu parfois un peu trop tendance à développer des fonctionnalités trop spécifiques à des clients. Ok. Je pense que c'est une erreur assez courante dans le milieu des startups un peu jeunes, on va dire. Comme quoi, par exemple? Comme fonctionnalité, Ouais. des fonctionnalités typiquement de visualisation qui sont spécifiques à une personne qui a un problème, voire même sur un projet, et en fait, cette visualisation, elle s'en fiche pour le projet suivant. Ouais. Et bon, elle la lui fait parce qu'en fait, on s'en est pas vraiment rendu compte. Et c'est pas un drame, mais ça nous a coûté quelques jours de dev. Et puis, ça ajoute une fonctionnalité dans la plateforme qu'en fait, les gens vont pas vraiment utiliser. Ça, c'est une erreur qu'on a pu faire pas mal. Voilà, je pense que Ok. Quelle stratégie tu crois qu'il faut adopter, ou quelle stratégie vous avez décidé d'adopter pour conquérir un marché comme celui-là, donc naissant d'une certaine façon, plutôt bottom-up, top-down? Est-ce qu'on va chercher les grosses sociétés, les petites sociétés? On a tenté les deux approches parce qu'on ne savait pas vraiment laquelle était la meilleure initialement. Au final, ce qui a fonctionné, c'est plutôt la stratégie top-down, de fait, sans qu'on l'ait réellement... Enfin, nous, on n'avait pas forcément une vision sur ce qui allait bien marcher initialement. La raison qu'on voit, c'est que déjà, les grosses sociétés ont des enjeux, on va dire RSE au sens très large, beaucoup plus forts que les plus petites. Et donc, elles étaient obligées de bouger sur ces sujets-là. Et puis ensuite, elles se parlent beaucoup entre elles et surtout, elles donnent des ordres à leurs prestataires, à leurs fournisseurs. Elles ont un rôle un peu de leader. Et donc, ça fait qu'une fois qu'on a convaincu quelques-unes des très grosses sociétés de construction, c'est beaucoup plus facile d'aller voir les petites et de leur dire, bah, vous voyez, on travaille avec votre client, avec ce nom qui claque. Ouais. Viens avec nous. Ça a changé quelque chose d'être intégré à Aegis? De ce point de vue-là, pas vraiment. En France, en tout cas, parce qu'on avait déjà comme client Bouygues, Vinci, Aegis. Donc, on avait des grosses références. À l'international, pour le coup, oui, ça change des choses, puisque on avait très peu de références internationales, et Aegis est très reconnu international. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, un peu la première fois qu'on a montré les slides de notre produit, c'était justement à Bouygues, chez le responsable outil climat de Bouygues. Et donc à ce moment-là, on avait des slides, on lui montre nos slides, et il était beaucoup plus intéressé que ce qu'on espérait initialement. Et du coup, il nous a, je crois quasiment au premier rendez-vous, donné une date de « Ok, si vous me fournissez cet outil-là à cette date-là, bah on lance un test, grandeur nature ». Et du coup, à ce moment-là, forcément, gros coup de chaud, on rameute tous les devs qu'on a, et puis on se lance un peu à corps perdu dans le truc. Donc c'était une bonne surprise, et en même temps, c'était une période un peu dure. Ouais, c'est la bonne dureté, ça. En fait, voilà, et a posteriori, on se dit, si on n'avait pas eu cette date-là, on aurait pu continuer à faire nos petites fonctionnalités pas vraiment utiles. Ça nous a vachement aidé à recadrer la roadmap, à se concentrer sur les 5 fonctionnalités cœur qui allaient tout changer. Et puis ensuite, à avoir quelque chose à mettre dans les mains des gens, et c'est là qu'on commence vraiment. Tu as une opinion à nous partager? Une crainte sur le fait que c'est quelque chose qui arrive, qui me fait un peu plus peur à l'international qu'en France, où on certifie donc des projets, on garantit qu'ils respectent un certain nombre de seuils carbone, on propose un certain nombre d'optimisations, et puis on associe un peu notre nom au projet, en tout cas à l'impact carbone du projet. Et on sait qu'il y a certains pays où cette partie carbone sert plus à faire du greenwashing et plus à vendre plus cher leurs projets qu'à réellement essayer d'améliorer les choses. Il y a même des projets qui en fait n'ont
aucun sens, même s'ils étaient faits en émettant zéro carbone. Le principe du projet n'a en lui-même aucun sens et n'apporte absolument rien. Ouais. Donc le fait d'être associé à ces projets-là, puis en tant que logiciel, on n'a pas notre mot à dire, on ne peut pas refuser un projet. Et nous rendre complices de greenwashing, c'est quelque chose qui nous inquiète un peu. Oui, la frontière est fine entre la bonne volonté et le greenwashing aussi, donc c'est pas facile à déceler. C'est ça, et d'autant plus quand on est un logiciel et pas une entreprise de conseil, où en fait on n'a même pas la visibilité exacte sur les projets qui sont associés à Sustain'Eco. Les gens qui ont des licences font leur calcul carbone pour leurs projets, pour les projets de leurs clients. Ouais. Et des fois on apprend que Sustain'Eco a été utilisé pour tel projet. Bon, en France, globalement, tout se passe très bien. Mais il y a certains pays où il y a certains projets où ça va pas. Alors, quelles sont les prochaines étapes côté data et côté IA chez vous ? Donc, les deux gros chantiers en cours, c'est l'internationalisation, enfin la finalisation de l'internationalisation d'un côté et toute la partie MLOps qui est en train de se monter de manière nécessaire. Et donc, pour ça, forcément, agrandir l'équipe. Donc on recrute en ce moment et puis structurer un peu le cadre qu'on a. Ok. Côté internalisation, c'est dans vos process, ça scale bien de utiliser les données. Est-ce qu'il y a vraiment des synergies entre les pays ou est-ce qu'il faut refaire le travail autant de fois qu'il y a de pays ? Il faut refaire le travail autant de fois qu'il y a de langues. L'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent en anglais. Et autant de fois qu'il y a de bases de données. Et là, pour le coup, quasiment chaque pays a sa base de données. Et puis après, il y a des pays qui ont plusieurs bases de données. Il y a des bases de données qui sont transverses sur plusieurs pays. Donc notre vraie difficulté, elle est là sur comment est-ce qu'on scale au niveau des bases de données cibles. Est-ce qu'on fait un entraînement avec toutes les bases de données, un entraînement par base de données ? Ok. Qui est-ce que tu souhaiterais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode ? Alors, j'ai 2 sociétés, 3 noms à te proposer. Ok. Kevin Brich de Ecofarm, Martin Noël et Binta Gassama de Lokimo. Entendu. Merci Anatole. Merci à toi.